Le transport aérien s'est développé au rythme des progrès technologiques, de la volonté d'échange et de communication et de l'accroissement des relations commerciales. L'aviation est passée au cours des 50 dernières années d'une époque de pionnier à une ère de consommation de masse. Aujourd'hui, tous les grands aéroports sont reliés quotidiennement et un grand nombre d'avions peuplent l'espace aérien de la planète. Ils constituent un gigantesque et complexe balai planétaire, géré par les contrôleurs aériens. Bonjour, continuons à présenter Air France 1476, bonjour. La tour de contrôle gère la circulation aérienne autour de l'aéroport. Les contrôleurs acheminent les avions jusqu'à la piste et déterminent la cadence des départs, toutes les 2 minutes au maximum, de manière à espacer les avions. En effet, dans toutes les phases de vol, les avions circulent en fonction de normes minimales d'espacement, destinées à rendre impossible tout risque de collision en vol. Ces normes vont passer de 5,5 km dans la phase initiale de montée à 15 km dans la phase de vol de croisière. Les avions circulent alors dans de larges couloirs aériens qui maillent le ciel de la planète. Ce sont des espaces de circulation à l'intérieur desquels les avions circulent à des altitudes voisines de 10 000 mètres et une vitesse de 800 à 900 km/h. À l'intérieur de ce réseau complexe, les aéroports sont des points de convergence. Le rôle des contrôleurs consiste alors à comprimer le flux des avions pour les guider jusqu'à la piste. Leurs normes d'espacement vont passer de 15 km à 5,5 km et leur vitesse de 800 à 300 km/h. Ils pourront alors se poser sur la piste, les uns après les autres. Les vols sont planifiés 2 fois par an par les compagnies aériennes et les aéroports, sous l'égide de l'Association internationale du transport aérien. Cette planification du trafic prend en compte les contraintes de capacité déterminées par chaque État. Elle est enregistrée par les systèmes de prévision et communiquée aux instances de contrôle qui connaissent à l'avance la nature et le volume du trafic qu'ils auront à traiter. Air France 2931, 250 nœuds la vitesse. Contactez De Gaulle radar 11815, au revoir. Cette planification se double d'un contrôle en temps réel. Les contrôleurs visualisent sur l'écran radar la position de l'ensemble des avions dont ils ont la charge et qui constitue un flux continu et irrégulier dans un espace à 3 dimensions. 89 niveau bonsoir, niveau 110 en route sur Creil, radial 120. En effet, les caractéristiques de vol de chaque avion sont toutes différentes. Elles sont fonction du type d'appareil, de son poids, de sa motorisation et des vents dominants dans son espace de circulation. Chaque avion est identifié et traité comme un vol particulier à l'intérieur de la séquence de trafic. L'ensemble des règles et des procédures qui régissent ce système complexe visent à un but unique, assurer la sécurité de l'ensemble des vols.
L'aéroport est un point de convergence pour des avions qui viennent de tous les continents. Dans la phase terminale du vol, les avions passent de la responsabilité des centres de contrôle en route à celle de la salle IFR, au pied de la tour de contrôle. Chaque contrôleur y gère des séquences de trafic qui peuvent comporter une dizaine d'avions, sur une période de 10 minutes, de leur entrée dans la zone d'approche terminale à leur atterrissage. Il gère la régulation radar du trafic dans un rayon de 100 km autour des pistes de l'aéroport et jusqu'à une hauteur de 4000 mètres. Falcon 4, poursuivez la réduction à convenance, contactez le Bourget 119 unités. Le travail des contrôleurs consiste à organiser la convergence de ces avions qui ont tous des profils de vol et des vitesses différentes. Merci, November 900. Ils constituent un flux hétérogène que les contrôleurs vont transformer en un flux régulier pour les amener les uns derrière les autres dans l'axe de la piste à des vitesses équivalentes. 0, vitesse 280 nœuds, guidage radar ILS 28. Il leur communique des caps, des vitesses, des altitudes successives, de manière à affecter à chacun d'eux une trajectoire cohérente par rapport à celle des autres avions. Il doit ainsi allonger la trajectoire de certains appareils, ou au contraire la raccourcir afin de respecter leurs normes de séparation. Tournez à gauche vers Creil, radial 120 ensuite, vitesse 250 nœuds, guidage radar ILS 27. Elles vont passer de 15 km en approche lorsque l'avion circule à une vitesse de 600 à 800 km/h, à un espacement de 5 km lors de la phase terminale de descente qui s'effectue à une vitesse approximative de 300 km/h. Le contrôleur effectue ici un travail de compression du trafic vers un même point de convergence, la piste d'atterrissage. Cette répartition des avions dans l'espace permet également d'éviter les temps d'attente en vol qui généreraient des nuisances sonores supplémentaires. Le radar est avec la radio l'outil par excellence du contrôle aérien. Deux types de radars permettent de situer l'avion dans l'espace. Le radar primaire envoie une onde électromagnétique qui se reflète sur la carlingue des avions. En fonction du temps de retour des ondes au radar, le système permet de déterminer l'azimut et la distance à laquelle se trouve l'avion du radar. Il communique au contrôleur une image exacte de la position des avions. Le radar secondaire interroge l'avion sur un code qui lui est affecté. L'avion répond sur une autre fréquence et communique son altitude au système de contrôle. L'ensemble de ces informations est traduit sous forme graphique. Elles permettent une connaissance parfaite, en temps réel, des positions respectives de chacun des avions. Elles font de l'écran radar un véritable ciel en réduction. L'écran radar présente l'image de l'espace aérien dans un rayon de 100 km autour des pistes de l'aéroport. Il permet de visualiser la position des avions dans l'espace grâce au cercle concentrique espacé de 10 nautiques, soit environ 20 km. Le contrôleur peut, grâce à des zooms successifs, focaliser sur une partie de l'espace aérien dans laquelle circulent plusieurs avions. Il les identifie grâce à l'étiquette qui est associée à la trace de son éco-radar. Elle permet de lire le numéro de ligne de l'avion, son altitude, son profil de vol et sa vitesse. Ces étiquettes sont générées par les informations recueillies par les radars et les données du plan de vol
qui ont été enregistrées au départ de l'avion. Toutes ces informations permettent au contrôleur d'effectuer la régulation de l'ensemble du trafic aérien. 1405, descendez niveau 60. « 687, maintenez 60 quelques instants, réduisez 220 nœuds. Falcon 264, montée niveau 140. Air France 276, contactez Paris sur 128-27. 128-27 pour Air France 276, au revoir. Fox Papa Tango, autorisé final 07, le Bourget 119 unités, au revoir. Clear 7314. Bonjour Delta Alpha Delta, live Bourson radial 270, maintain level 110, vectoring localizer 07, le Bourget. Pilote et contrôleur forment un couple indissociable. Ils sont en contact permanent. Leur dialogue repose sur une règle fondamentale. Il doit être clair, concis, de manière à ce que les instructions communiquées par le contrôleur soient exactement appliquées par le pilote. 1448, poursuivez le virage. Leur dialogue est construit sur un véritable alphabet universel dans lequel chaque lettre a son nom de code. Bonjour à France 276, confirmez cet hôtel. Echo, Foxtrot, Golf, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Québec, Roméo, Sierra, Tango. Oscar, Papa, Québec. Tous les espaces de circulation sont codés, qu'il s'agisse de l'espace aérien comme des voies de circulation, des véhicules et des aires de parking comme des terminaux. Gérer l'immense balai de la circulation aérienne avec une sécurité maximale suppose de disposer de solutions de secours en cas de saturation de l'espace aérien. Une soupape de sécurité existe toujours, qui permet à une unité de contrôle de pouvoir encaisser un surcroît de trafic, l'ouverture de circuits d'attente. Ces circuits d'attente ont la forme d'un hippodrome. Le contrôle étage les avions tous les 300 mètres, à l'intérieur de ces volumes, dont la base est généralement à 2000 mètres au-dessus du sol et le sommet à 5000 mètres. Chaque fois qu'un avion atterrit, le contrôleur appelle celui qui se trouve le plus bas dans le secteur d'attente et l'amène dans l'axe de la piste. Dès que ce niveau de base est libéré, il est occupé par l'avion situé immédiatement au-dessus, et ainsi de suite pour tous les avions en attente. Le même système peut être mis en place par les centres de contrôle en route, qui peuvent également être amenés à réaliser un système de stockage identique. Ces différents stockages se résorberont d'eux-mêmes au rythme de la baisse du trafic des séquences suivantes. Les avions décollent et atterrissent face au vent. Cette règle de sécurité explique l'alternance du sens des atterrissages et des décollages qui s'effectuent face à l'est ou face à l'ouest en fonction des vents dominants. Dans toutes les phases de vol, et principalement celles qui impliquent des changements de vitesse, de cap et d'altitude, les avions s'appuient sur les masses d'air pour circuler et se diriger. Vent arrière, l'avion est poussé par le vent, sa vitesse relative est plus importante et il est moins manœuvrant.
Face au vent, l'avion s'appuie sur la résistance de l'air et la marge de sécurité et de précision du pilote est bien supérieure. C'est pourquoi les avions atterrissent et décollent toujours face au vent. C'est un élément prépondérant de la sécurité des vols. En région parisienne, les vents dominants sont dans l'axe Est-Ouest et les pistes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ont donc été construites dans cet axe. En automne et au printemps, lorsque le temps est changeant, les avions atterrissent et décollent le plus souvent face à l'ouest. Inversement, par temps stable l'été et l'hiver, ils atterrissent et décollent généralement face à l'est. Si l'on peut dégager de grandes tendances, un renversement du sens des vents peut néanmoins intervenir en cours de journée, par temps d'orage par exemple. Les contrôleurs doivent alors inverser le sens de circulation des avions. J'aimerais changer de configuration. C'est une phase particulièrement complexe du guidage, notamment si ce changement de configuration intervient dans une phase de saturation de l'espace aérien. L'évolution du régime des vents, les changements de saison expliquent ainsi l'alternance des axes de circulation des avions autour de l'aéroport. L'atterrissage est la seule séquence de vol où l'on puisse parler de rail aérien. C'est en effet le seul moment où les avions décrivent tous la même trajectoire. L'atterrissage repose sur une technique qui consiste pour le pilote à se caler sur une ligne idéale de descente. C'est l'ILS, système d'atterrissage aux instruments. À France 22, 67, à gauche, cap 130 autorisé. Le contrôleur a guidé chaque avion de manière à l'amener dans l'axe de la piste à une distance minimum de 15 à 20 km et à une hauteur d'environ 1000 mètres, distance à laquelle il croise l'ILS qui va le guider jusqu'à la piste. L'ILS est créé par deux émetteurs, l'un dans le plan vertical et l'autre dans le plan horizontal. L'intersection de ces deux plans constitue cet axe idéal de descente sur lequel le pilote va se caler grâce à ses instruments de bord. L'avion décrit ainsi une trajectoire régulière sur une pente de 3 degrés qui l'amène au contact de la piste. Chaque piste est équipée de deux ILS qui permettent l'atterrissage face à l'ouest ou face à l'est, en fonction des vents dominants. L'atterrissage s'effectue suivant une trajectoire régulière, mais une approche peut être interrompue. En cas de brouillage des émissions de l'ILS ou d'encombrement de la piste, les contrôleurs peuvent ordonner une procédure de remise de gaz. 1451, remettez les gaz, montez 3000 pieds en l'axe. L'avion va alors quitter sa trajectoire d'approche, reprendre de l'altitude pour venir se replacer dans l'axe de la piste. La remise de gaz est une procédure normale de sécurité qui ne représente que 1 pour 1000 des atterrissages.